14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. D'après la dernière enquête sur la sexualité des Français et tout particulièrement sur la sexualité féminine, beaucoup plus de femmes se masturbent, mais elles restent encore moins nombreuses que les hommes, ce qui se comprend d'ailleurs. Et c'est bien souvent par la masturbation que les femmes se découvrent, et c'est pour ça que c'est important. La première raison qui fait que les femmes se masturbent moins, c'est évidemment parce que ça doit devenir pour elles un acte volontaire, parce que oui, de nombreux hommes vont découvrir la masturbation, je dirais presque par accident, quand leur pénis en érection se frotte contre quelque chose et hop, il se passe quelque chose. Mais il y a bien d'autres raisons qui font que les femmes se masturbent moins, et c'est ce que nous allons évoquer en compagnie de Philippe Arlin, afin de permettre à toutes celles qui nous écoutent de mieux découvrir leur corps. D'ailleurs, on pourra aussi évoquer les jouets intimes, et notamment après la ménopause, parce que c'est aussi un excellent moyen de ne pas renoncer au plaisir. Donc je vous invite à témoigner, à poser vos questions, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Philippe Arlin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Vous êtes sexothérapeute et on va parler justement de la masturbation féminine qui a quand même largement augmenté. Oui. La dernière enquête, c'est 72% des femmes qui ont recours à la masturbation contre 92% des hommes. On se demande, les 8% d'hommes, qu'est-ce qui se passe, mais ça c'est un autre sujet. C'est ceux qui ne parlent pas. Ça doit être ça, ceux qui sont muets. Ça doit être ça. Ou qui sont sourds. Oui, non, mais je pense que beaucoup d'hommes, effectivement, majoritairement, mais le 92 doit être assez proche de la vérité, se masturbent parce qu'effectivement, de toute façon, le rapport à cette érection vient très vite interroger l'enfant quand il a ses premières érections, en tout cas conscient, parce que les érections, on en aura toute notre vie. Ça vient interroger. Pour une femme, c'est plus complexe. Quoique les guili-guili dans le ventre, dont peuvent parler même des enfants, avoir des guili-guili dans le ventre et qui vont jouer, ça peut commencer très jeune. Chez la femme, on va avoir des petites filles, oui, sûr, qui vont avoir très naturellement envie. Et puis ça va disparaître. Ça va peut-être aussi disparaître en fonction de comment les adultes auront su accueillir et accompagner l'enfant par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est plus complexe à l'âge adulte pour la femme. Certaines vont l'avoir toute leur vie parce que ça va vraiment répondre à un besoin qu'elles ont identifié très jeunes et qu'elles vont accompagner. Et d'autres, ça va être un petit peu tabou. Ça va se mélanger avec le tabou des règles. Enfin voilà, le rapport au corps va déjà devenir compliqué. Et notamment le rapport à son organe sexuel, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un homme se regarde dans un miroir, il voit son pénis, ses testicules, il n'a pas de mal à visualiser, si je puis dire, ce qui se passe. Pour une femme, on ne voit pas grand-chose. Et déjà, rien que ce rapport à la vision de son organe, ça crée un lien plus compliqué, parce que, on va se masturber, mais comment on fait ? Est-ce qu'on y met les doigts ? Oui, c'est compliqué. Et moi, beaucoup de mes patientes témoignent d'une espèce de confusion avec les règles, de ne pas les mettre les doigts là. Il y a le sang, il y a plein de choses qui peuvent, les odeurs, il y a plein de choses qui peuvent venir se mélanger dans la conscience de ce qui se passe là. Et soit on est très curieux, aventurière, Indiana Jones, et on y va, on regarde, on écarte, on voit ce qui se passe et on en profite. Soit on se dit, je m'en occupe le moins souvent possible et je serai plus tranquille comme ça. Il y a un équilibre entre les deux, mais souvent il y a quelque chose qui fait que, en fin de compte, on l'explore quand on rencontre le copain qui peut devenir le premier partenaire. Et d'ailleurs, il y a aussi cette tendance qui existe encore, même si les femmes sont un petit peu plus initiatives dans l'initiative, il y a aussi le fait qu'on attend tout du prince charmant qui va nous révéler à notre sexualité, et c'est encore quelque chose qu'on entend chez les femmes. Bien sûr, et comme notre sexualité, si on ne se l'approprie pas, et la masturbation est un des moyens de se l'approprier évidemment, et qu'on attend tout de l'autre, ça va être compliqué. D'abord parce que le prince n'est pas toujours charmant.
qu'on ne tombe pas tout de suite sur une bonne personne, et je ne dis pas là, mais une bonne personne. Donc oui, bien sûr, c'est très compliqué. Et ça, c'est vraiment un mythe construit qui vient nuire à la sexualité, cette idée du partenaire idéal, cette idée que la sexualité n'est propre que si elle est vécue dans un cadre d'amour, ce qui fait qu'on l'enferme plutôt qu'on la libère. Et tout ça va nuire à la masturbation. Pourquoi je me masturberais? Parce que là, je suis pas amoureux de moi, je suis pas mon sexe, il servira quand je serai en amour avec quelqu'un, et tout ça vient peser plus sur la sexualité des femmes que celle des hommes, même si il y a eu un tabou à se masturber très longtemps, même pour les hommes, bien sûr. Même pour les hommes, mais on a juste appris à se planquer. Plus parce que c'est assez irréversible, irrésistible, plus exactement. Bon. Oui. Et j'avais envie, parce que j'ai reçu un message sur mon Facebook, Philippe Arlin, d'une femme qui justement après la ménopause avait plus de plaisir justement avec les jouets, malgré qu'elle avait essayé pour essayer de... Et je crois que ça, c'est important aussi d'évoquer cette transition de la sexualité des femmes au moment de la ménopause qui devrait pas exister, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que le plaisir s'arrête, il n'y a pas de raison que le désir s'arrête. Et pourtant, de nombreuses femmes, au moment de la ménopause, se coupent en quelque sorte de leur sexualité. Qu'est-ce que vous diriez à ça, justement? Alors, j'aime beaucoup ce moment-là, parce que je trouve que la ménopause va venir illustrer quelque chose de notre sexualité. Si on perd du désir et si on perd du plaisir au moment de la ménopause, ça veut dire que notre désir et notre plaisir étaient intrinsèquement liés à nos hormones. C'est-à-dire qu'on était très calé sur notre cycle hormonal et qu'on avait plus envie à certains moments, ce qui est vrai, ce qui est logique, mais ça veut dire qu'on attendait aussi un désir, quelque chose qui venait du corps. Or, à la ménopause, ce cycle se produit plus, donc ce désir, il va plus se manifester. On a l'impression que c'est le corps qui s'est tu. À côté de ça, les femmes qui ont développé un rapport à leur plaisir, indépendamment du moment du cycle, un rapport à la sexualité, vont vivre une ménopause souvent, et je ne suis pas en train de faire une généralité, souvent plus légère, parce qu'elles vont continuer à aller chercher du plaisir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dirais que si on pouvait parler de langage du corps, le corps parle une nouvelle langue à la ménopause, plus ou moins proche de l'ancienne, et qu'il y a plein de choses à réexplorer après une ménopause. Le corps va prendre du plaisir, mais plus au même endroit, plus de la même façon, il peut prendre plus de temps, et donc va falloir apprendre à réexplorer pour voir qu'est-ce qui fonctionne maintenant, alors que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Exactement, et de même qu'il y a une importance grande à se masturber, et se masturber également avec des jouets qui pénètrent si on est seul et qu'on a envie de retrouver un partenaire. Parce que si on arrête la sexualité parce qu'on n'a plus de partenaire et qu'on traverse la ménopause, on peut, quand l'homme va revenir, si je puis dire, être particulièrement gêné parce peu capable à l'accueillir, puisque tout cela se sera un peu refermé, asséché, etc. Et que ça peut devenir plus compliqué. On le sait, puisque il y aura une sécheresse vaginale et qu'elle est quasi inévitable. Elle aura des degrés plus ou moins importants en fonction de ça, mais si en plus il y a un désert qui se traverse au niveau de la sexualité et aucune stimulation, on va vraiment avoir, quand la sexualité pourrait revenir, on va avoir du mal à la réenclencher. J'ai bien dit, on va avoir du mal, tout est possible et ça se règle, mais ça peut être difficile, ça se rétracte, voilà, et la pénétration va être plus difficile, plus douloureuse et du coup moins sujette à donner du plaisir. Voilà, donc il ne faut jamais lâcher l'affaire, comme on dit. Il faut l'entretenir, surtout l'entretenir, puis voilà, enfin un moment de liberté. Comme tout organe, il a besoin de continuer à vivre, sinon il s'atrophie. Et là, il est libre du cycle, il n'y a plus de soucis, on peut avoir envie n'importe quel jour du mois, c'est extraordinaire. Formidable. On en parle avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Dans un instant, c'est Léa qui va prendre la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Arlin, on va parler de la sexualité des femmes aujourd'hui et de leur capacité à avoir du plaisir, notamment lors de la masturbation. Et c'est avec Léa que nous allons commencer cette émission. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Léa.
Bonjour. Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'effectivement, rien ne s'arrête à 50 ans. Et, Chouette. Ouf, oui. on a la preuve. Merci Léa. On a la preuve. Et dans la volonté, dans l'instrument, dans le plaisir, dans tout ce qu'on veut. Parce que, effectivement, alors, quand on a commencé la masturbation, les jeux, en étant jeune, c'est peut-être un petit peu plus simple et plus courant dans le geste. Mais quand on parle de cette période après 50 ans, avec ce qui va avec, c'est-à-dire potentiellement un partenaire un petit peu moins performant, ça permet de garder effectivement cette sexualité. Et comme on va dire que c'est plus facile, alors j'ai une expression qui va plaire ou ne pas plaire, mais c'est plus facile de rester la bouche ouverte que le bras tendu. Donc automatiquement, c'est toujours plus facile pour une femme de... Mais là, de conserver son plaisir. vous mettez le doigt dessus, si je peux me permettre, Léa, dans des réflexions... allez-y, permettez-vous, Brigitte, avec plaisir. Oui, mais c'est vrai que c'est important. Si on parle d'un couple qui prend de l'âge, hein, donc Bien sûr. madame va avoir 50 ans Des et envies, puis tout à 60 fait. ans, sa sexualité peut aller presque mieux, hein. Plus loin, tout à Mais fait. monsieur à 60, 65 ans peut commencer à être un petit peu moins performant, comme vous l'avez dit très justement. Et c'est là Exactement. où tout ce qui est caresse clitoridienne, voire même pénétration vaginale avec des jouets, etc., peut aider cette transition et permettre au couple de continuer à être dans une sexualité qui convient aux deux. Exactement. Et en fait, si la femme a elle-même l'habitude, enfin a pris l'habitude d'être à l'aise avec la masturbation ou avec les jouets, ça va lui permettre aussi de, on va dire un petit peu de désacraliser ça et de permettre à son partenaire de se sentir que lui tranquille. aussi se sentir à l'aise. Voilà, Mais exactement. Bien sûr. absolument. Voilà. Et ça soulève aussi autre chose, c'est que la ménopause et l'andropause, ça se prépare. C'est-à-dire que si on n'a pas développé une autre sexualité, une sexualité C'est ça. plus large, plus riche, une sexualité Parallèle. qui repose sur le fait qu'il y ait besoin d'une lubrification, d'une érection, d'un ceci, d'un cela, on va se retrouver un peu démuni quand la bise de la ménopause sera venue. Et c'est vrai que si on a su anticiper et si notre sexualité et notre capacité justement à prendre du plaisir, et la masturbation et les jouets font partie de ces possibilités, eh bien la transition, j'ai envie de dire, sera marquée, ça sera un changement, mais peut-être un changement pour du mieux, en tout cas un changement qui se vivra bien. Voilà, et quelque part, on peut dire que les rôles peuvent un petit peu s'inverser, dans le sens où généralement, on attend au début de la vie que l'homme soit l'initiateur et entre guillemets, le professeur. Enfin, en tout cas, dans les anciennes générations, c'était un petit peu plus vrai. Arrivé à cette époque, ça permet aussi à la femme de dire écoute, tout ça, c'est pas très grave, le bras n'est plus très tendu, c'est pas grave, on va jouer autrement. Et la connexion et la complicité peut rester aussi conservé dans le couple avec monsieur qui se sent moins coupable de plus pouvoir satisfaire, avec je veux dire ça permet d'éviter pas mal de choses, d'aller tromper l'autre, d'aller se dire elle va me tromper parce que je ne peux plus, voilà, le fait effectivement de le développer ensemble et effectivement d'anticiper cette période, ça permet de garder vraiment. Vous avez tout à fait raison. Faut-il encore qu'on puisse communiquer et faut-il encore qu'on ne profite pas de cette ménopause ou andropause pour régler ses comptes avec l'autre, hein, parce que c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Non, et puis il y a un autre souci. Il faut que nous aussi, les hommes, on accepte cette perte de performance. C'est ça. Si on boude le rapport sexuel sous prétexte qu'on n'est plus sûr d'avoir la performance ou l'érection qui va bien, c'est dommage parce que les deux vont en pâtir et c'est important que nous aussi les hommes on s'y prépare. Alors il y a des hommes qui jusqu'à 70, 75 ans n'auront aucun souci. Malgré tout, c'est pas la majorité. Donc, en tant qu'homme, on est appelé à connaître, si ce n'est une baisse d'érection, en tout cas des érections moins souvent et peut-être qui tiennent moins bien, et ce qui est normal. Alors, il y a plein de solutions par rapport à ça, mais il faut s'y préparer. C'est ça. Et moi, je suis dans une structure de couple où moi, je suis très ouverte et
effectivement, le jouet, c'est pas un souci. Avec un partenaire qui, lui, est totalement fermé sur cette partie sexualité, etc., ça a toujours été. Et aujourd'hui que, les 65 ans brillent, en gros, sa sexualité, sa menuisant, la mienne doit l'être aussi. Et c'est là où, effectivement, comme vous le disiez, ça crée un déséquilibre. Et ma foi, soit on joue toute seule, soit c'est moins sympa. Alors que l'avoir anticipé ou avoir eu effectivement un partenaire qui aurait eu l'esprit ouvert en comprenant que c'est la nature, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Il y a des moyens aujourd'hui de jouer. Et d'abord, c'est pas grave, mais ce qui est grave, c'est de ne pas accepter de vieillir, tout simplement, parce que ça va pas aller en s'enrageant. Donc, moi, je dirais le déni de son corps qui vieillit, parce que c'est une réalité, ça ne peut que rendre un petit peu aigri ou un petit peu plus fermé, quoi. Perd pourtant pas notre capacité à prendre du plaisir. Je le rappelle au cas où il y a des auditeurs qui ne le sachent pas, mais on peut jouir sans bander. On peut donc continuer ce plaisir, il va continuer. Alors préciser, parce que pour beaucoup d'hommes c'est un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est-à-dire qu'on peut avoir une éjaculation même si l'érection n'est pas franche et n'est pas au top. Donc j'avais compris, mais je crois que c'est vraiment... Non, mais vous avez raison, Brigitte, j'étais pas précis. Pour beaucoup d'hommes, ça paraît improbable. Tant qu'ils ont des érections, ils n'imaginent pas qu'ils puissent en avoir sans avoir une érection totale. Voilà. Donc on peut éjaculer, on peut jouir, parce que souvent chez l'homme, les deux quand même sont liés, et on n'a pas besoin d'une érection pour ça. On a besoin d'une érection, effectivement, pour avoir le plaisir de pénétrer, pour plein de choses. Je ne dis pas que l'érection n'est pas utile, encore une fois. Mais on peut prendre du plaisir. Donc, renoncer à avoir des rapports sexuels, je trouve, c'est se tromper de cible. On peut aller vers l'autre dans l'intention de prendre du plaisir, et dans ces cas-là, les jouets sur un sexe qui n'est pas en érection, qui vibrent, peuvent donner énormément de plaisir, et on peut déclencher une éjaculation chez un homme, ne serait-ce qu'en stimulant le pénis, même si ça le met pas en érection, ça peut être très agréable. Donc il y a énormément de jeux qui sont possibles, qu'il faut inventer, mais pour ça il faut en avoir envie, il faut pas bouder, il faut pas se retourner, il faut pas se condamner soi-même à l'avance en se disant je bande plus donc je vaux plus rien. La qualité de la sexualité d'un homme ne se mesure pas uniquement à ses érections, et heureusement. Ce cas-là, il ne faut pas non plus condamner l'autre en même temps que soi-même. Et c'est là où... On est bien d'accord, j'appelle ça la double peine. Voilà. Et c'est là où, quand bien même, ça veut dire que ça resterait de la responsabilité de l'un ou de l'autre, parce que l'absence de sexe, elle peut venir de l'un comme de l'autre, mais celui qui ne serait plus dans cette dynamique doit quand même rester ouvert au fait que l'autre puisse avoir envie ou besoin d'avoir du plaisir. Et c'est là où... mais le problème que vous avez, Léa, c'est que visiblement, ça, il ne veut pas l'entendre. Ah non, non. De toute façon, ça c'est sûr. Il n'y a pas de sujet de discussion, il n'y a pas de possibilité d'en parler. Et effectivement, si moi, de mon côté, j'étais pas totalement ouverte sur le thème de la masturbation, sur le fait que la sexualité, ça peut être autre chose que juste être pénétré pendant 5 minutes ou 2 minutes et qu'après, bonne nuit, à demain, ce serait quand même super frustrant. Et d'où l'intérêt aussi que, comme je le dis au départ, que tout ne doit pas venir de l'homme, mais que la femme, elle peut aussi prendre en charge ce genre de choses pour elle-même, en fait. Eh bien, ne vous oubliez surtout pas, Léa, et bon courage quand même, parce que c'est jamais drôle d'être avec un partenaire qui est dans le déni de quelque chose d'essentiel. Et qui se prive lui-même, qui se punit lui-même, oui, là. Ça, moi, j'ai pas envie de le plaindre. Hein. Non, je le plains pas, mais je dis qu'il en plus se punit. Vous avez raison, bien sûr. Merci beaucoup, Léa. On va se quitter un court instant. On va parler avec vous, bien sûr, de tout ça, mais on va aussi aborder un Love Conseil qui va parler de l'après-crise. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Arlin, dans un couple au long cours des crises, forcément on en rencontre, un couple qui vivrait tranquillement du début jusqu'à la fin, ça n'existe pas. Ou très rarement. On est bien d'accord. Donc une crise dans un couple, forcément ça va demander des ajustements et il faut parler, bien sûr, mais pas forcément trop non plus, parce que c'est juste... il faut savoir parler de la crise
et puis ensuite rebondir et continuer. Et souvent, ce qui permet de continuer, c'est de s'appuyer sur ces valeurs communes et le désir de continuer ensemble malgré la crise qu'on a traversée. Aucun des deux ne doit se poser en victime et il faut sortir de tout ce qui serait plainte ou accusation, quelles que soient les raisons de la crise. Donc ça, c'est quand même déjà important à comprendre, hein, parce que parfois, c'est facile de penser que c'est l'autre qui est responsable de la crise, qui est coupable ou je ne sais quoi. Et quand il y a un bourreau et une victime, c'est très compliqué d'arriver à dépasser la crise. Si la communication s'enlise vraiment, eh ben, je crois qu'à ce moment-là, il est utile de faire appel à un thérapeute de couple. Pas forcément un sexothérapeute, parce qu'une crise, encore une fois, ça ne signifie pas la rupture. J'aime bien d'ailleurs ce que dit le chaos, hein, c'est une opportunité ou une rupture. Hein. Les deux sont possibles, hein, dans un moment difficile. Il faut éviter également de se confier trop à l'entourage, hein, parce que c'est pas la peine d'aller ameuter tous les amis de ce qu'on a traversé dans le couple. Et puis je crois qu'il faut aussi savoir garder son intimité, parce que c'est quand même le moment où les corps se parlent, et en général les corps, si tout va bien encore, s'il y a encore de l'amour, ils restent aptes à se parler. Et puis il faut apprendre aussi à se refaire confiance si la confiance a été un petit peu écornée. Et moi, j'aime bien cette idée de poser un acte symbolique, par exemple, changer le décor de la chambre, s'offrir un voyage, planter un arbre dans le jardin, acheter un bibelot qui sera acheté ensemble pour marquer l'après-crise. Alors, c'est important, mais j'ai en tête votre Love Conseil d'hier qui est l'écoute. Oui, bien sûr. Il faut savoir s'écouter, c'est-à-dire que la crise, elle est souvent un grand moment de surdité dans le couple. C'est un moment où on ne sait plus du tout être à l'écoute de l'autre, on a l'impression que ce qu'exprime l'autre va contre nous, à l'inverse de nous. Donc il s'est des fois passé effectivement des événements, mais c'est de trouver un moyen de retrouver le chemin de l'écoute. Et effectivement, ça peut passer par tout ce que vous dites. C'est du changement de... Il faut pouvoir se regarder de nouveau pour pouvoir se réécouter. Il faut un nouveau départ, il faut de nouveau s'intéresser à l'autre et plus arrête, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire, quoi. Et pour moi, c'est vraiment parlant quand je vois les couples que je reçois en tant que conseiller conjugal, un véritable dialogue de sourds. Oui, bien sûr. Chacun rabâche ses reproches, voilà, ou ses plaintes. Et tant que l'autre n'aura pas entendu, écouté ce que l'autre a vécu, ce que ça lui a fait comme douleur, et que l'autre est là encore en train de se défendre, mais il n'y a pas d'écoute, l'autre se sent pas entendu. Et tant qu'on se sent pas entendu, ben on rabâche. Et donc on tourne en rond, on est en boucle dans cette crise. Voilà, faut apprendre à être là pour l'autre, mais des fois, faut aussi entendre que si l'autre n'entend plus, c'est parce que l'autre n'est plus là, il n'est plus dans le couple. Il y a quelque chose qui a cassé. Et là, malheureusement... on peut recoller parfois les morceaux, hein, ça, tout dépend et parfois, ça peut faire un très joli vase, hein, quand les morceaux sont recollés. C'est là que le chaos peut marquer une séparation. Mais là, vous abordez évidemment la crise de l'infidélité, hein, on entend bien. Oui, mais ça c'est pas que ça, hein, ça peut être quelque chose qui... On sature de certains comportements de l'autre, et là, on n'est plus... Ça y est, on a atteint une saturation, donc on est saturé à tout niveau. Mais encore une fois, si on ne se sent pas écouté ou si on a l'impression que l'autre rabâche, c'est là où il est nécessaire d'aller voir une tierce personne. Exactement. C'est que ça tourne en rond. Si nous, on ne peut pas s'écouter, il faut que quelqu'un nous aide à nous écouter. On est bien d'accord. Donc, il ne faut pas rester trop longtemps dans ce dialogue de sourds, parce que c'est ça qui tue à petit feu l'amour qui était peut-être encore là. Thierry est avec nous. Merci Thierry de prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, vous avez l'habitude avec votre femme de vous masturber mutuellement, c'est ça ? Oui, ça fait partie de votre jeu amoureux, oui, sexuel, oui. Mais très bien. Des rapports, c'est même très fort parfois, et des fois ça nous suffit, en fait. Voilà.
Alors, vous vous masturbez mutuellement ou chacun se masturbe à côté de l'autre? Au départ, on s'embrasse et on se caresse. Tous les deux. Ouais, ok. Mais chacun se caresse ou vous caressez l'autre? Non, moi, je caresse ma Votre compagne. partenaire, Mais disons que la position, ça reste basique et c'est pas assez excitant, en fait. Donc ensuite, moi, je la masturbe et après, c'est elle qui me masturbe. D'accord. Mais dans une certaine façon, avec un jouet ou pas. Mais... Et vous avez trouvé donc cette manière de vous faire du bien qui vous convient à tous les deux? Ah oui, c'est même très fort. Pourquoi pas, hein, c'est encore une fois, chacun doit trouver une fonction sexuelle qui corresponde aux deux. Oui. Moi, c'est très fort parce que bon, elle a un jouet particulier. Et en même temps, je la caresse et je pénètre avec un doigt et je la caresse en même temps. Elle a son jouet en même temps. Et là, c'est fort de voir comment elle prend son pied, quoi. Je vois que c'est puissant, quoi. Mais c'est chouette parce donc... que vous ne faites pas un tabou de voir ça, vous ne vous sentez pas obligé d'être celui qui lui donne ça. Donc c'est une belle ouverture, je trouve, parce que ça permet d'accueillir le plaisir de l'autre, peu importe par où ça passe. C'est ça, c'est bien dit. Mais est-ce que ça vous arrive quand même de vous pénétrer, enfin de la pénétrer ou pas du tout? Parce que... Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord, mais c'est votre fonctionnement préféré que... Il y a ça en plus. Disons qu'elle est très clitoridienne et dans son jouet, j'y arrive, mais avec ma bouche. D'accord. Et sans son jouet, ça peut être très long. Donc on a rajouté le jouet en même temps que mon doigt ou quoi que ce soit d'autre. Ah, le jouet, qu'est-ce que ça a pu aider les hommes, hein. Faut quand même... et les femmes. Oui, bien sûr, et les femmes, mais oui, bien sûr, Brigitte. C'est quand même quelque chose qui a révolutionné. C'est extraordinaire. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, avant de la connaître, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de... C'était aussi pointilleux et... Ah, c'est très précis. Mais vous savez, Thierry, c'est relativement récent. Hein, les premiers vraiment... alors, les jouets, ça existe depuis très longtemps. Hein, mais les jouets vibrants, d'abord, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Hein, ça existe depuis que l'électricité a été inventée. C'est donc pas si vieux. Hein, Et puis ensuite, les jouets nouveaux et la démocratisation des jouets, ça remonte à 2005, hein, à peu près. Oui, à peu près. Donc, ça fait 20 ans. Hein, c'est l'arrivée de la miniaturisation des technologies et les nouvelles matières telles que le latex et toutes ces matières, le silicone et autres, qui ont vraiment permis un bond en avant de tous les jouets. Et puis je pense une démocratisation au niveau populaire. Et ça fait 20 ans. Ouais, c'est ça. Grâce notamment, rendons-lui hommage à Sonia Rykiel qui avait lancé le fameux canard vibrant. Qui a fait rentrer le jouet dans l'intimité parce que ça fait pas peur un petit canard vibrant, c'est pas comme les fameux godemichés. Comment vous avez dit la personne qui a lancé ça? Pardon? Comment vous avez dit la personne qui a lancé ça? Sonia Rykiel. Une couturière. Ah bon? Ah, d'accord. Une grande couturière. Oui, qui vendait ses canards vibrants dans sa boutique de vêtements de luxe et ça a été le début. Hein, en tout cas, c'est vraiment l'acte qui a démocratisé, qui a rendu presque une noblesse aux sextoys, puisque justement, ils se vendaient dans des boutiques de luxe. Et après, voilà, il ne se cache plus. Le sextoy, où il se cache de moins en moins, on va dire. Ok. Oui, puis après, il y a... J'apprends quelque chose. Oui, non, mais c'est toujours intéressant de faire un petit peu d'histoire. Hein. Ensuite, il y a eu quand même les love shops qui ne s'appelaient plus des sex shops. Donc, on rentre plus facilement dans un love shop que dans un sex shop. Hein. Le mot sexe, quoi qu'on en dise, ça s'appelle plus des vibromasseurs ou des godemichés, ça s'appelle des jouets intimes. Le mot jouet a aussi aidé à ce que ça rentre dans le langage populaire. Et puis après, il y a eu la vente sur Internet qui fait que les gens, j'exagère, mais je crois que c'est 70% des jouets sont achetés par Internet.
parce que justement, on n'est pas obligé de rentrer dans un magasin, on fait sa commande discrètement, le paquet arrive discrètement dans sa boîte aux lettres et voilà, on voit bien encore que c'est pas demain qu'on vendra des jouets dans les supermarchés. Hein. Non. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote, si je peux me permettre. Mais allez-y, bien sûr, Thierry. Ça n'a rien à voir, mais c'était assez comique. J'ai une collègue à ma compagne qui s'est fait livrer un truc au boulot, sauf que c'est pas elle qui l'a ouvert. Tant que l'autre l'a pas gardé pour lui ou pour elle, ça va. En plus, c'est un médecin, donc il a dit, bon, tiens... Je crois que c'est pour toi. Eh oui. Mais voilà, vous voyez, ça a créé un événement dans la boîte, parce que c'est encore une fois considéré. C'est encore un peu tabou tout ça. Quoi. Donc ça fait sourire. Ouais, moi j'ai souri parce qu'il y en a qui ont dû dire ah oui, hein, alors que. Ben oui, mais parce que vous êtes un habitué des jouets, mais il y a des gens que ça a dû un peu. Moi, je sais que quand je teste un jouet et que je le garde avec moi, ça me pose aucun problème. J'ai parfois des regards qui sont un peu. Enfin voilà, ça reste encore quelque chose d'assez. Chacun. Mais moi, je vais même plus loin, parce que moi, en tant que thérapeute, je vais énormément utiliser les jouets à des fins thérapeutiques. C'est-à-dire que le jouet peut vraiment, vraiment aider les femmes et les hommes dans un effet un peu plus secondaire, mais surtout les femmes dans leur sexualité, dans leur capacité à prendre du plaisir, à mieux se connaître et à s'ouvrir à tout ça. Donc c'est très important. À ce sujet, on a trouvé ça entre... Enfin, elle, je savais qu'elle ne jouissait que comme ça, elle m'avait dit au départ. J'ai réussi avec ma langue, enfin ma bouche, mais c'était très long parfois. Et par contre, elle, quand je me masturbe moi, elle adore... moi j'ai découvert, j'adore très fort aussi, elle me titille l'anus en fait. Mmh. Et c'est pareil, il y a beaucoup d'autres femmes que j'ai connues, j'aurais même pas osé leur demander de le faire, parce que j'aurais eu l'impression que c'était pire à connaître la personne, ils m'auraient dit non, n'importe quoi. Ouais. Alors que c'est hyper sensible, c'est très très fort, la réaction elle est puissante. Mais bien sûr, c'est une excitation supplémentaire. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous témoignez, c'est ce respect mutuel que vous avez de votre capacité à prendre du plaisir, et ça, je trouve, c'est bien, c'est vraiment bien. Elle a su à la fois vous écouter, vous savez l'écouter, et il n'y a pas de tabou. Voilà, on peut stimuler votre anus, vous savez utiliser un jouet, vos doigts. Donc, pour moi, voilà. Tout va bien. Merci Thierry. En tout cas, ça peut ouvrir peut-être d'autres perspectives à certains qui nous écoutent. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, vous êtes sexothérapeute, on parle particulièrement aujourd'hui des jouets aussi, et vous le rappelez il y a un instant, c'est bien de le signaler, il y a de plus en plus aussi de jouets qui aident, notamment lorsqu'il y a du vaginisme ou lorsqu'il y a des difficultés à atteindre le plaisir. Il faut pas hésiter à poser des questions et à utiliser ces jouets. Il m'arrive en tout cas d'en conseiller très souvent. Et vous avez bien raison. Bonjour Betty. Écoutez, oui, moi je tenais à apporter mon témoignage car je pense que la masturbation féminine est intéressante. Après, il n'y a pas d'obligation évidemment. Je pense qu'on peut s'approprier cette pratique si on a envie ou pas, quel que soit l'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre d'ailleurs, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet quand même de mieux se connaître. Je pense que ça a déjà été dit pas mal de fois. Mais le fait de mieux se connaître et surtout, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça donne une indépendance. Comment expliquer ça ? En fait, ça enlève un certain enjeu au moment du rapport sexuel où finalement qu'une femme en fait dépose auprès d'un homme la responsabilité de lui donner un orgasme, surtout avec les normes assez exigeantes de notre société actuelle où il faut absolument avoir un orgasme à chaque rapport, ça peut mettre une certaine pression pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Ceci dit, c'est pas que réservé aux femmes. Et du coup, je trouve que ça enlève une certaine pression parce qu'admettons le scénario qui peut se produire aussi effectivement où la femme n'a pas d'orgasme pour différentes raisons.
que l'homme ne connaît pas encore sa partenaire suffisamment, ou qu'elle se sent pas assez en confiance, le fait de savoir qu'elle va pouvoir se donner un orgasme seule, ça peut déjà lui permettre d'être moins frustrée et d'obtenir comme un épanouissement sexuel certain, sachant que l'orgasme effectivement est assez spécifique en termes de plaisir, mais évidemment... mais là, Betty, vous parlez de la masturbation pendant le rapport avec un homme. Oui. D'accord. Alors les deux, ça peut, oui. Parce que ça c'est intéressant parce que c'est relativement nouveau. Je crois que ce sont des femmes. Les femmes n'auraient pas pu dire ça il y a 30 ans. C'est vrai. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une chose qui prouve que les femmes s'accordent quand même plus leur plaisir qu'avant. Avant, elles étaient vraiment dans le plaisir de l'autre et elles n'auraient pas imaginé pouvoir prendre un jouet et se le poser sur le clitoris pendant que l'homme la pénètre. Alors que ça, c'est une chose que font de plus en plus les femmes. Et ne serait-ce que se caresser, même sans jouer. Déjà, effectivement, se masturber en complément de la pénétration, c'est vraiment nouveau. Excusez-moi, je vous ai coupé. Ouais. Je vous en prie, non, c'est moi. Même ce que je trouve étonnant, c'est que même les hommes sont plus demandeurs, chose qui n'aurait pas été envisageable il y a 30 ans. Et les hommes, c'est des sujets dans l'intimité qui sont abordés. Est-ce que tu utilises un jouet? Est-ce que tu te masturbes? Et ça les fascine. Au lieu de se sentir menacés, je sens réellement une fascination autour de ce sujet. Et c'est eux, en fait, qui demandent à ce que le jouet soit amené au moment du rapport. Ils sont devenus fainéants, quoi. Je plaisante. Alors c'est intéressant pour eux parce qu'effectivement, ça leur permet de voir comment la femme jouit pour mieux, après, leur donner un orgasme, en fait. Donc oui, on sent quand même la dimension d'apprentissage, pas en termes de pratique sexuelle, mais de ce qui est spécifique à chaque personne, puisque une femme peut jouir d'une certaine manière, différemment avec un autre partenaire, ou une seule pratique ne peut pas amener toutes les femmes à l'orgasme. Donc chaque relation sexuelle est unique, même au sein même du même couple, d'ailleurs, j'ai envie de dire, et d'expérimenter effectivement une pratique, une caresse de tel type, ou plus comme ci, ou plus comme ça. Effectivement, la femme va plus se positionner avec plus de facilité, plus de fluidité qu'avant, je trouve. C'est libérateur pour nous les hommes, moi je dirais. Ce jouet qui est là et qui nous dit qu'on n'est pas responsable de la réussite ou de l'échec de ce rapport, qu'on est deux à prendre du plaisir ensemble, et que s'il y a besoin d'un jouet pour permettre à l'un des deux d'avoir plus de plaisir, c'est tant mieux, parce que ça permet aussi à nous les hommes de nous concentrer peut-être plus sur ce qui va nous donner du plaisir, sans culpabilité, et au bout du compte, on voit bien que le rapport est beaucoup plus abouti. Alors c'est pas indispensable, je suis pas en train de dire qu'il faut inviter un sextoys à tous les rapports sexuels, mais je trouve que quand on le regarde dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour remplacer l'homme, mais il est libérateur parce qu'il est là pour enlever cette idée stupide de c'est à l'homme de faire jouir la femme, et il y aurait aussi de la part de la femme une espèce d'attente que tout vienne de nous, ce qui est en train d'évoluer. Alors pas encore complètement, mais vous avez raison de dire que ça, c'est un vrai changement. Merci Philippe de dire exactement, j'aurais pas mieux dit ce que j'essayais d'exprimer maladroitement. Effectivement, c'est très très bien exprimé. Oui, mais et merci de votre témoignage. J'imagine que vous êtes relativement jeune, Betty. C'est important parce que ça bouge dans le bon sens, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et c'est bien parce que ça permet à chacun d'être un peu plus responsable de sa sexualité et de communiquer ensemble. Parce que ce qui compte, c'est pas que chacun ait son orgasme ou etc. C'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente obligé de faire comme l'autre doit ou veut faire, quoi. J'ai même des exemples où certains problèmes d'érection chez certains hommes se sont totalement résolus à partir du moment où la femme prenait beaucoup plus en charge son plaisir. Et cette pression que l'homme se mettait, il la mettait plus, et du coup ils ont eu des rapports merveilleux, et du coup ils n'ont plus eu besoin du jouet. Enfin, il faut vraiment s'autoriser, explorer et arrêter de se faire peser sur les épaules une responsabilité. La sexualité, c'est fait pour prendre du plaisir, c'est pas fait pour à faire les 12 travaux d'Hercule, quoi. Mais on a l'impression des fois que c'est un pince-homme.
Oui, et puis normalement, l'homme, quand il voit une femme jouir, de toute façon, il est content, hein, quelle que soit la raison par laquelle, enfin, quelle que soit la manière par laquelle elle y est arrivée, ça, c'est sûr. Voir l'autre jouir est merveilleux, que ce soit un homme ou une femme. Je pense qu'une femme apprécie aussi beaucoup de voir un homme jouir. Normalement, oui. Enfin, j'espère. Oui, donc vous avez... merci de ce témoignage, Betty, qu'on n'entend pas si souvent et qui pourtant est essentiel, et on ne peut qu'inviter les femmes à oser. Ça libère les deux. Enfin, si l'homme accepte, ça libère les deux. Et merci à vous pour cette belle émission, en tout cas. Oui, c'est important, je pense, de libérer les mœurs, et puis ça apporte plus d'équité aussi, je trouve, au sein du rapport. Évidemment, c'est très libérateur pour la femme. Mais je repensais aux sextoys de manière générale. En plus, ils sont quand même, ils sont très étudiés pour leur efficacité. Donc, c'est pas la compétition d'avoir l'orgasme le plus rapide des deux, hein, mais presque. Des fois, on peut se demander. Ils pourraient rendre précoce, méfiez-vous. Mais c'est vrai que oui, c'est étudié pour, donc ce serait dommage de s'en priver. Et puis avant tout, je pense que ça soulève une problématique d'ego, hein, pour certains hommes qui ont du mal à intégrer, effectivement, qui sont en rivalité, avec parfois aussi, ça je m'adresse aussi aux hommes, parfois aussi, c'est pas du tout un jugement, mais parfois, certaines femmes, peut-être elles se reconnaîtront dans mon témoignage, jouissent plus fort seules avec un jouet ou en masturbation féminine qu'avec leur partenaire. Oui. Alors, c'est pas du tout que l'homme est pas un bon amant, etc. Mais il faut quand même remettre les choses un petit peu dans la normalité. C'est quand même difficile de faire jouir un partenaire qui n'est pas du même sexe. Évidemment. Oui. Même si par l'expérience, effectivement, l'homme va connaître sa partenaire, etc., et vice-versa, malgré tout, on peut observer dans les couples homosexuels que c'est finalement là où ça jouit le plus, c'est une femme avec une femme ou un homme avec un homme. Parce qu'ils savent que souvent, les homérogènes, ils savent faire de manière... Ils connaissent le même corps, en Alors, fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que les hommes savent très vite apprendre à faire des cunis, et les femmes qui ont envie savent très vite aussi apprendre à faire des fellations. Mais il y a une logique quand même derrière. Mais c'est vrai que ce que vous dites est tout à fait juste, mais c'est pas... Enfin, ne pensons pas non plus que c'est systématiquement... je pense que les hommes apprennent, et les femmes aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup de cet éclairage, Betty. Merci à vous. Une petite devinette avant de laisser la place aux infos. Quel est le comble d'une fuite urinaire? Je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse tout de suite après. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est reparti pour cette deuxième heure. On continue à jouer ensemble, n'est-ce pas, Philippe Arlin, avec différents jouets. Et on voit bien que ça a quand même... On a beau dire, ça a quand même été une révolution dans la sexualité des gens. Hein. Complètement. Et une belle révolution. Oui, c'est largement un plus, ne vous en privez pas. Alors, quel est le comble d'une fuite urinaire? C'est ma devinette du jour. Alors, écoutez bien la réponse, parce qu'elle est très fine. Le comble d'une fuite urinaire, c'est faire son mea culpa. Oui. C'est mignon. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Hein, vous êtes d'accord. Bon, c'était pas simple à trouver, je vous l'accorde. Et on continue avec Fabienne qui nous rejoint. Bonjour Fabienne. Bonjour Philippe, bonjour Brigitte, vous allez bien? Très bien, merci Fabienne. Et vous, comment ça va? Oui, je vais bien, je vais de mieux en mieux d'ailleurs. C'est pour ça que je vais témoigner avec vous. Ah bah c'est gentil de nous faire part de votre bien-être. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vous raconte alors? Allez-y, oui. Ah oui. Alors moi, j'ai un parcours sur la masturbation. Donc je suis pas toute jeune, hein, j'ai 54 ans, et jusqu'à très très peu de temps, on va dire que la personne qui m'a fait le plus jouir, c'est moi. Donc ça a été un parcours un petit peu compliqué. Parce que finalement, pendant des années, j'ai longtemps cru que j'étais frigide. Alors, j'avais un blocage qui est venu à l'âge de l'enfance suite à un inceste. Donc, je pense que c'est pour cette raison que j'ai eu un énorme blocage. Bien sûr. Et en fait, je suis très heureuse d'ailleurs de pouvoir témoigner à l'heure actuelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet ou les émissions, Brigitte, qui nous aident énormément.
Mais en fait, déjà, comment prendre du plaisir lorsqu'on se croit et que l'on se pense anormal, ce qui était mon cas. Bien sûr. Voilà, donc et puis, alors j'aurais peut-être dû faire de la comédie parce que je suis devenue quand même une excellente simulatrice. J'ai joué un jeu de dingue. Quand je me regarde maintenant, je me dis mais tu aurais dû complètement assumer, mais j'avais pas non plus forcément les moyens de le faire et de le dire parce que c'est quand même la honte. C'est-à-dire que là, c'est ce que vous dites, bien sûr, pour beaucoup de femmes, ne pas, surtout à l'époque où il n'y avait pas encore les jouets, où on parlait très peu finalement de la femme qui a plutôt son plaisir de manière clitoridienne, ne pas avoir de plaisir, enfin d'orgasme, parce que du plaisir, les femmes en ont quand même en étant pénétrées, mais n'arrivent pas forcément à l'orgasme, c'est ne pas être tout à fait normal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On simule pour faire plaisir à monsieur qui du coup est content. Des fois pour que ça s'arrête tout simplement. Oui, enfin qu'importe, mais et c'est vrai qu'on s'enferme soi-même dans un cercle qui est infernal, parce que du coup, comme l'homme croit que vous jouissez, vous simulez, et puis on peut pas s'en sortir, quoi. Ah mais complètement. Et par contre, vous avez souligné quelque chose de très important, Brigitte. C'est qu'en effet, on parle vraiment d'orgasme. C'est-à-dire que vous sentez quelque chose qui est agréable, mais vous n'avez pas l'orgasme. Alors que lorsque moi, je me caressais, et c'était même hyper flippant, parce que je me disais, mais pourquoi moi j'arrive à jouir? Et par contre, vous voyez, les jouets sont apparus bien plus tard. Mais par exemple, moi je sais que même avec mon amoureux, je vais préférer plutôt mes doigts. Mes doigts vont vraiment vont m'amener à la jouissance plutôt que. Alors, si j'ai un petit stimulateur clitoridien, mais alors lui, ça va être trop rapide en fait. Je veux dire, voilà, je vais partir comme une fusée, ce qui est très chouette. Mais j'ai pas non plus envie que ça dure 20 secondes, voilà. Mais par contre, ce qui est chouette dans la masturbation, et après je vais revenir parce que je vais aussi vous expliquer mon déclic qui a lieu il y a pas très 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 longtemps avec des constellations familiales, c'est que par contre, ce que je trouve chouette dans la masturbation, c'est que finalement, on va connaître son corps par cœur, voilà. C'est-à-dire qu'on sait comment se faire jouir, on sait ce qui fonctionne pas. Et y compris dans la relation amoureuse, et ben voilà, on peut indiquer à son partenaire, ben voilà, oriente-toi sur ça plutôt que sur ça. Et ça, alors c'est vrai, mais il faut pas non plus croire que c'est une vérité absolue. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir d'autres surprises et il faut pas rester bloqué là-dessus non plus. Et il faut faire très attention. Oui, moi j'irais même jusqu'à dire, il faut pas que la masturbation devienne l'enfermement de notre corps à un seul mode d'emploi de plaisir. Ah, je vous rejoins complètement, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'était juste la petite nuance qu'on voulait ajouter. Oui. Non, mais vous avez entièrement raison. Alors, quand je vous parlais de masturbation, c'est évident que... Et en plus, ce qui est dingue, c'est que j'avais ce blocage, je n'arrivais pas à avoir d'orgasme. J'avais de l'orgasme en me masturbant. Mais c'est-à-dire que je n'avais pas de tabou ou choses comme ça, et que bien évidemment, même si je n'arrivais pas à l'orgasme, la masturbation n'était pas systématique et automatique, et vous avez raison de souligner, c'est pas ce que je voulais. Et il y a un moment, je me suis prise en main, il y a pas très longtemps, c'est-à-dire que j'en ai eu marre finalement de jouer un rôle et un jeu. Et en fait, j'ai dit à mon compagnon qu'il était strictement pour rien, mais que j'étais bloquée chez moi. Et je le remercie très très sincèrement parce qu'il fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Et finalement, tous les deux, on s'est dirigés, je ne sais pas si vous connaissez, mais vers un atelier de constellation familiale. Oui, bien sûr. Oui. Et là, franchement, c'est... Alors, j'y suis allée, mais alors, depuis des années que je recherche le plaisir, je reconnais que je suis partie, mais en me disant que ce serait un petit peu trop beau pour que ça fonctionne. Et franchement, alors dans cet atelier, on a travaillé pas le fait que c'était le mari de ma grand-mère qui m'avait incesté petite, parce que j'ai travaillé en psychanalyse, mais j'ai travaillé le problème avec la sexualité en fait. Et donc on a été dans un atelier, donc voilà, dans un jeu de rôle où il y a quand même eu ce grand-père, quelqu'un qui représentait la sexualité. Et j'ai une émotion en vous le disant encore tout de suite. Excusez-moi. Mais je vous en prie. Je crois que j'ai à cet atelier-là
lâcher tout ce que je vais certainement lâcher. Et ça a été quand même assez difficile et violent et beau aussi à la fois parce que il y avait aussi mon compagnon. Et ce qui a été bluffant, c'est que 24-48 heures après cet atelier, j'ai fait un rêve érotique. J'en ai fait dans ma vie, hein, mais là, j'en ai pas fait non plus de nombreuses fois. Et en fait, dans ce rêve érotique, c'est ce qui est dingue. Alors, est-ce que j'étais en semi-conscience ou pas? J'en sais rien. Alors, j'ai dû rêver vraiment que je faisais l'amour et que j'avais un vrai orgasme. J'en suis quasiment certaine. Et que là, en fait, je me disais, ça y est, t'es libérée. Et la nuit d'après, et je pense avoir joui dans mon rêve, et la nuit d'après, j'ai refait un autre type de rêve, mais qui était en lien avec la sexualité, la masturbation également, et la libération. Et j'ai laissé un petit peu passer de temps parce que voilà, c'est pas parce qu'on fait un atelier de constellation familiale que bing, même si je rêve et bing, je vais jouir tout de suite. Et par contre, allez, quelques jours après, c'est moi qui ai eu envie de faire l'amour parce qu'avant j'avais envie de faire l'amour, mais je n'allais pas forcément vers mon partenaire puisque je savais que j'allais prendre éventuellement du plaisir, mais je j'allais pas jouir et qu'en plus j'allais faire semblant. Et comme moi, du coup, je prenais énormément de plaisir avec moi-même, j'avais vraiment un problème d'identité avec ça. Et maintenant, la première fois qu'on a fait l'amour véritablement avec mon compagnon depuis ces constellations familiales, ça a été d'une magie, d'une puissance. Et maintenant, je suis fière de dire, je vais passer du pleur au rire, du coup, d'habitude c'est l'inverse, en disant que finalement, la masturbation, c'est bien. À jouer avec des jouets, c'est bien. Mais quand on a son partenaire et qu'on peut tout faire à la fois et enfin ressentir le plaisir, c'est génial. Ah, ça, c'est clair. Écoutez, votre témoignage va certainement faire réagir Philippe Arlin dans un instant après la pause, parce qu'il faut en rendre l'antenne pour quelques secondes à peine. Mais merci en tout cas de ce beau témoignage. Et on voit bien qu'importe le chemin qu'on prend du moment qu'on arrive au bout du tunnel et qu'on retrouve son plaisir et son élan vital. Et puis je vais vous proposer aussi de gagner ce bracelet personnalisé de la collection Lettres de levent-à-la-française.com. C'est à l'occasion évidemment de la fête des pères, qui aura lieu dimanche. Si vous avez envie de gagner ce bracelet, vous appelez le 0826 300 300. Dans un instant, je vous fais réagir au témoignage de Fabienne, Philippe Arlin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer les jouets et Philippe Arlin, on vient d'entendre le témoignage de Fabienne, là encore une fois abusée sexuellement dans l'enfance, parcours compliqué, on simule et puis finalement on va vers les constellations familiales et révélations. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter au témoignage de Fabienne ? Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que la libération qui s'est faite pour elle, et quelle que soit la technique utilisée, la libération qui s'est faite pour elle, c'est vraiment une réconciliation entre elle et elle. Il y a eu une révélation qu'elle s'est autorisée à avoir, et voilà, qui lui ont donné cette possibilité. Parce que le message pour moi derrière, il est très simple, c'est que si on ne jouit que en se masturbant, il y a quelque chose qui nous interdit de jouer avec notre partenaire. C'est pas que notre partenaire s'y prend mal, ou c'est rarement le cas. Il y a un blocage et que c'est intéressant. On peut être avec un partenaire qui ne nous convient pas. Bien sûr. Mais sinon, oui. Voilà. Si ça se produit systématiquement, quel que soit le partenaire, là, il y a vraiment quelque chose à aller étudier. Et c'est pas parce qu'on va l'étudier qu'on va y arriver. Mais il y a quelque chose qui, au niveau du cerveau, interdit le corps à aller dans cette jouissance. Pour plein de raisons. Là, on voit par rapport à cette histoire, l'abus bloque souvent l'accès au plaisir avec l'autre. On est toujours dans des questions d'autorisation. Bien sûr. C'est vraiment notre cerveau qui laisse parler le corps ou qui lui interdit de s'exprimer. C'est audible ou inaudible. Et à un moment, elle s'est dit, mais j'ai envie d'entendre ça. Et
Et là, le cerveau met les haut-parleurs dans ce cas-là. Et quand il met les haut-parleurs, c'est chouette, quoi, parce que ça explose dans tous les sens. Eh bien, bravo à Fabienne, en tout cas. On continue avec Aurélie qui nous rejoint. Bonjour Aurélie, merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Aurélie. Oui, alors moi je souhaite réagir sur votre sujet. Voilà, moi je me masturbe depuis l'âge de 16 ans. Oui. Et au début, quand j'étais jeune, j'en éprouvais une certaine culpabilité à le faire parce que souvent ma mère me disait il faut pas se toucher la fleur quand j'étais petite. Et donc je me disais que si je le faisais, c'était pas bien, quoi. Se toucher la fleur, c'est bien une expression d'antan, ça. Hein. On va se faire défleurer, donc c'est bien une fleur. Oui, c'est vrai. Oui. Et là, encore une fois, je viens à l'instant de parler d'autorisation et votre mère ne vous avait pas donné l'autorisation. Donc forcément, un peu de culpabilité quand vous étiez en train de tripoter la fleur. Ah oui, beaucoup même. Oui, mais c'est bien parce que ça vous fait rire aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous avez dépassé tout ça. Hein. Oui, j'ai largement dépassé tout ça. Enfin, maintenant, je suis assez à l'aise avec ça. Et je trouve que, en fait, ça permet... parce que bon, moi, j'ai été amoureuse qu'une seule fois dans ma vie. Et j'ai trouvé que ça permettait, quand j'étais avec mon partenaire, de lui dire, de le diriger un peu, quoi. Oui, ça c'est important aussi. Quand une femme sait comment se donner du plaisir, elle peut plus facilement montrer à l'homme comment faire. Absolument. Oui, voilà. Et est-ce que vous preniez du plaisir avec votre partenaire ou est-ce que justement, comme notre auditrice précédente, vous n'aviez du plaisir qu'en vous masturbant ? Non, je prenais du plaisir avec mon partenaire. D'accord. Mais pas au début. Enfin, au début, je prenais du plaisir, mais j'avais pas d'orgasme. J'étais obligée un peu de simuler. Puis après, bon, voilà, j'ai essayé de le diriger. Enfin, voilà, j'ai essayé de l'aider à me faire jouir. Et vous y êtes arrivé, visiblement. Oui, il m'a fait plusieurs fois. Vous étiez donc jouer. une bonne maîtresse. Non, parce que sexuellement, je suis plutôt maladroite quand même. Je ne sais pas trop bien faire les fellations, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience en fait, parce que depuis... il aurait pu aussi vous aider et vous expliquer comment faire une bonne fellation, parce que c'est pas à sens unique, ça. Oui, voilà. Bon, après, c'était une relation particulière, parce que c'était quand même un pervers narcissique, donc c'était un peu compliqué, quoi. Et qu'il avait une sexualité assez atypique parce qu'il m'a jamais pénétré, c'était toujours se masturber mutuellement. D'accord, j'espère que vous n'êtes plus avec lui. Ah non, je suis plus avec lui, non. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Et oui, donc là, en effet, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous vous êtes découverte à 16 ans, c'est bien, hein, c'est-à-dire que je suppose qu'à 16 ans, vous n'aviez pas encore eu de petit ami. Si j'en avais eu un quand j'avais 14 ans. Ouais. Avec qui vous avez été Avec qui il y a eu un rapport ? Oui, avec qui il y a eu un rapport, oui. Mais ça n'a pas marqué votre sexualité, visiblement. Non, parce qu'en fait, je l'ai fait plus par devoir que par envie, quoi. Devoir de quoi ? C'était quoi ? Parce que je pensais que c'était, enfin, qu'à mon âge, c'était plus ou moins une obligation. J'ai pas osé dire non. Cette idée il faut l'avoir fait. Oui, voilà. Ouais. Qui là aussi vient gâcher les débuts de la sexualité. C'est déjà s'imposer, il faut, on doit. C'est pas des amis du plaisir, tous ces mots. Oui. Bon, heureusement, vous vous êtes rattrapé. Ensuite, vous avez découvert donc votre propre corps. Et puis, j'espère que vous avez aujourd'hui un compagnon ? Non, j'ai pas de compagnon, non. Bon, continuez à vous masturber, alors surtout. N'arrêtez pas. Non, ça j'arrête pas, non. Bon, je ne fais pas tous les jours non plus. Hein. Non, il faut faire quand on a envie, il n'y a pas de rythme. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, il n'y a pas une heure et un jour en particulier. Non, mais de temps en temps. Régulièrement, en fait, après chacun trouve son rythme, ça va dépendre de la libido de chacun. Il n'y a aucune règle à donner sur la fréquence à laquelle il faut se masturber. Hein. D'abord, il ne faut pas. C'est pas il faut. Voilà,
un moment où on peut en ressentir l'envie, et si cette envie est là, il y a toutes les raisons d'y répondre. Voilà, mais... Oui, voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais je vous en prie, Aurélie. Non, mais c'est important aussi de rappeler qu'il faut peut-être quand même ne pas l'oublier, parce qu'il y a ce problème avec la sexualité comme avec l'appétit. Je sais que vous aimez bien faire des comparaisons entre la nourriture et la sexualité. Si on se masturbe plus, qu'on n'a plus de rapport, on finit par plus en avoir envie, et c'est ça qui pose problème à un moment donné. Donc, je dis pas qu'il faut se forcer à se masturber, mais il faut pas oublier de temps en temps d'y aller. Il faut prendre soin de son corps, et ça fait partie intégrante de notre corps, voire plus qu'intégrante, fondamentale de notre corps. C'est vraiment ce qui nous maintient vivants dans le sens joyeux et pétillant du terme. Oui. J'avais lu un article sur une personne qui avait décidé de se masturber pendant 3 semaines, une fois par jour. Et en fait, elle avait retiré pas mal de bénéfices, où elle disait qu'elle était moins stressée. Alors, ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais il est vrai que l'orgasme est un anti-stress, donc voilà. Ça c'est sûr. Ça permet de mieux dormir. Enfin, il y a des avantages qui ont été reconnus sur le fait d'avoir un orgasme. Maintenant, je ne crois pas que tous les anxieux qui sont très nombreux, si on leur disait de se masturber, seraient moins anxieux. Ça, je suis pas sûre que ça marcherait. Mais peut-être, qui sait. Il faudrait peut-être faire une expérience sur quelques personnes et voir ce que ça donne. Après tout, Aurélie, ça serait peut-être une bonne idée. En tout cas, merci de votre témoignage. On fait une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler de la TAC. Qu'est-ce que ça signifie? Vous verrez, c'est très intéressant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors, c'est un sexo-conseil très technique, ça s'appelle la TAC, T-A-C. Alors, je suis sûre que ça va vous intéresser, mais pour ça, il faut que vous sachiez de quoi on parle. Bon, vous connaissez forcément Philippe Arlin en tant que sexothérapeute. TAC, ça veut dire technique d'alignement coïtal. En fait, ce serait, moi je dis bien ce serait parce que j'y crois qu'à moitié, hein. C'est une technique qui permet de jouir en même temps. Regardez, pas comme ça. Et c'est une sexologue américaine qui l'a inventée. Alors voilà, donc j'ai retrouvé cette explication de la TAC. Donc vous la donnez, Philippe Arlin, vous me direz ce que vous en pensez. Elle s'appuie sur la stimulation permanente du clitoris durant l'acte. Jusqu'à présent, ça paraît cohérent. L'homme doit donc poser son pubis légèrement au-dessus de celui de sa partenaire. C'est un missionnaire amélioré en quelque sorte. Donc il va faire des mouvements de bassin vers l'avant et elle des mouvements de bassin vers le haut. Ainsi, la base de la verge entre en contact permanent. Arrêtez de me regarder comme ça, sinon je vais éclater de rire. Donc la base de la verge entre en contact permanent avec le clitoris. Le rythme doit rester assez lent, mais soutenu, sans accélération trop importante, ni ralentissement trop grand. Alors, je vous conseille de mettre les jambes de la femme autour des reins de monsieur afin de bien garder les deux pubis qui sont soudés. Alors, sur le papier, ça paraît très bien, hein, puisqu'il va y avoir donc frottement sur le clitoris grâce au pubis de monsieur, et que donc, puisqu'on sait que la stimulation du clitoris pendant la pénétration peut provoquer un orgasme, ça paraît très bien, hein. Après, sur le papier, ça paraît très bien. En réalité, bon courage, hein. Bon, alors déjà, je crois qu'elle se branle pour faire sujet d'actualité d'aujourd'hui. C'est totalement irréalisable, tellement c'est technique. Et puis alors, non, il y a des gens qui sont très très doués, Philippe Arlin, franchement. Oui, mais respecter à la lettre ce qu'elle dit, ça vous coupe l'envie. Déjà, pour l'homme, c'est risque de perdre d'érection assez rapide, parce que franchement, c'est pas excitant. Enfin, c'est vraiment, faut s'emboîter, faut mesurer, faut être au-dessus. Toi, tu vas vers le haut, moi, je vais vers le bas. Non, je crois que... lui, il fait des mouvements de bassin vers l'avant. Bon, c'est assez simple. Et elle fait des mouvements de bassin vers le haut. C'est pas très compliqué. Si chacun a compris ce qu'il doit faire, lui, vers l'avant, elle vers le haut,
et puis Je suis ça un frotte. anti-tac-tac alors, hein, parce que moi je suis vraiment dans quelque chose de beaucoup plus libre et beaucoup plus Non, spontané. mais, bien sûr, mais ça, attendez. Non, mais c'est rigolo. Ils ont tout le week-end pour s'entraîner. Moi, je donne un conseil pour ce week-end. Essayez, vous verrez bien ce que ça donne. Et puis, on fera un compte-rendu lundi. Ouais, alors, quid des éjaculateurs précoces, quid de ceux qui ont des soucis? Parce que justement, qui va demander un orgasme synchronisé? C'est souvent les gens qui ont des soucis de rapidité ou d'un éject. Elle précise pas qu'il faut que ça dure 1 heure. Hein. Non, mais il faut quand même y arriver ensemble. Bon, en tout cas, faut pas venir me voir pour ce genre de technique, c'est pas ma vision de la sexualité. Non, mais c'est toujours. Mais je sais bien. Non, mais moi, ce que je trouve rigolo, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire un sexo-conseil, c'est comment certaines personnes vont aller inventer des trucs qui sont sur le papier, qui pourraient paraître cohérents sur le papier, mais qui en fait sont un tu l'amour, quoi. Oui, parce que si on doit commencer à essayer de faire quelque chose pour arriver à l'orgasme, c'est qu'on n'a rien compris, puisque l'orgasme, c'est le lâcher prise. Hein. Mais regardez Brigitte, et vous savez, vous connaissez mon histoire, j'ai fait de la prévention pendant des années. Le simple fait d'introduire un préservatif dans la sexualité des gens, c'est quand même quelque chose de plutôt, en apparence, sur le papier, très simple, et ça a bousillé, et pour plein de gens, ça n'était pas possible. Donc de là à choisir des positions, choisir le mouvement, voire choisir le rythme, ouais, c'est pour ça que j'en rigole. Ben oui, mais là, elle dit pas qu'il faut mettre un préservatif. Hein. Non, mais heureusement, parce que alors là, s'il y a le préservatif en plus, là, on n'arrive à rien. Là. Voilà. Bon, ben écoutez, si ça vous a amusé, au moins, hein, tac tac. C'est pour faire tac tac. Tac 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 tac. Ouais. Et ça jouit, voilà, tac et tac voilà. tac. N'est-ce pas, Patrick? Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous, Patrick. Ça vous tente? Non, mon sexe au conseil, non. Hein, non, pas spécialement. J'ai bien compris. Bon, ben, je le remballe. Hein, et voilà. Hein, bon. Ah, mais vous proposez et les auditeurs disposent. Ouais, exactement. Absolument. Ben, d'ailleurs, je suis même pas sûr que tout le monde ait compris. Hein. Mais bon, allez, c'est pas le sujet. On laisse tac-tac de côté et on vous écoute, Patrick. Oui, au sujet de la masturbation féminine, je dirais que moi, en tant qu'homme, c'est plutôt un atout, et d'avoir des partenaires qui le pratiquent régulièrement, c'est plutôt facilitateur qu'autre chose. C'est qu'on a une partenaire qui apprend à connaître son corps et son plaisir et fait travailler son imaginaire aussi. Donc c'est plutôt un plus, et ça peut être pratiqué aussi dans un rapport à deux. C'est pas qu'un rapport solitaire. Cette partie-là, une chose qui est moins rigolote en tant que garçon, je trouve, me masturber est moins. Vous avez raison. Je crois que ça excite un homme de voir sa partenaire se masturber. Je suis pas sûre que ça excite beaucoup moins les femmes. Oui, vous êtes d'accord, Philippe? Oui. Oui. Comme quoi les choses sont bien faites, parce que moi, ça m'excite plus de voir. Mais c'est toujours la même histoire, c'est que vous êtes des voyeurs, vous êtes des obsédés voyeurs, vous, les hommes. Exactement. Voilà. Et alors, ce ne sera pas un love conseil, mais un partage d'expérience. On va dire que pour justement quand on peut pratiquer la sodomie et associer une sodomie avec la masturbation. Et d'ailleurs, ça facilite les choses, d'ailleurs, parce que je veux dire, le rythme et l'excitation vient aussi pas mal avec ça. Et donc, que justement, comme on est sur la position le permet aussi, puisqu'elle rend l'avant du corps disponible pour pouvoir jouer avec les doigts. Oui, le pubis de l'homme est un peu moins proche de la zone à caresser. Voilà. Madame est plus libre pour jouer, elle a une plus grande cour de récréation. Exactement, et donc ça facilite là aussi les choses, et ça introduit bien que c'est un partage de plaisir aussi, hein, que c'est pas que pour faire plaisir à un monsieur qui aurait un grand fantasme et un grand besoin à ce niveau-là. Donc ça peut être un jeu partagé. Mais ce qu'on n'a pas dit depuis le début de l'émission et qui me semble essentiel à dire pour que tout le monde comprenne bien, en fait, l'orgasme féminin, il provient du clitoris, qu'il soit un orgasme au moment de la pénétration, qu'elle soit une sodomie ou une pénétration vaginale. C'est toujours le clitoris. Voilà, parce que c'est toute la zone clitoridienne, si je puis dire, c'est-à-dire le clitoris extérieur, mais également ses racines, qui provoquent une jouissance.
Et c'est là toute la difficulté, parce que pour beaucoup de femmes, elles n'ont pas accès, elles n'ont pas éveillé, si je puis dire, ce qui se passe dans le vagin, parce que les racines du clitoris sont moins innervées que le capuchon. Mais tout vient de là. Et une fois qu'on a compris ça, on n'est plus du tout gêné de caresser la tête, si je puis dire, du clitoris, puisque ça va réveiller tout le corps du clitoris. Et c'est ce qui va permettre de jouir autrement. Et ça, les hommes, il faut que les hommes le comprennent aussi, parce que quand ils sont en train de pénétrer une femme, s'ils stimulent le clitoris de la femme, forcément, ça va éveiller le vagin. Et donc provoquer plus facilement du plaisir. Oui, et j'ajouterais là-dessus que j'ai un petit compte à régler avec Monsieur Freud, parce que lui, comme il a classifié oui, je sais bien. les orgasmes clitoridiens ou vaginaux, il a en gros dit c'est assez enfantin et assez puéril l'orgasme clitoridien, alors que le seul vrai orgasme mature serait l'orgasme vaginal. Mais oui, mais... De classifier ça, c'était un peu bizarre et dommage, parce que je pense que ça va créer des dégâts chez certains et certaines, en disant finalement si on ne jouit pas par le vagin, c'est qu'on n'a pas bien fait l'amour et qu'on n'a pas... C'est qu'on reste une petite fille. Exactement. Voilà. Alors, à sa décharge... C'est le cas de le dire. Mais bien sûr, et je n'ai pas choisi le mot par hasard, à sa décharge, on n'avait aucune connaissance de l'anatomie à l'époque. Donc on pensait vraiment que le clitoris était ce bout de chair un peu inutile à l'extérieur. D'ailleurs, on le représentait la plupart du temps jamais dans les manuels d'anatomie. Et ça fait extrêmement peu de temps que tout d'un coup, on s'intéresse à lui et qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc, malheureusement, il a été victime des connaissances de l'époque. Il n'a pas cherché, mais il n'a pas cherché, je pense que de toute façon, s'il avait cherché, il n'aurait pas trouvé à en savoir plus. J'oserais dire, et tant pis s'il se retourne dans sa tombe, je ne pense pas que c'était un grand jouisseur et un grand connaisseur ni très amateur du corps des femmes. Non, vu ce qu'ils l'ont dit, je pense qu'il s'inscrit dans son époque. Je pense qu'il faut aussi accepter ça. D'une part, et puis je pense que c'était quelqu'un qui s'intéressait énormément à la psyché, qui a très bien d'ailleurs parlé de tout ce qui est fantasme, refoulement sexuel, inhibition. Il a dit des choses tout à fait formidables, mais à son époque, et depuis on a évidemment beaucoup avancé, surtout sur la sexualité féminine. Ouais, et puis il avait cette ignorance, comme on avait à l'époque, et de par son métier, cette ignorance du corps, où on méprisait un peu le corps. Le corps, c'était un peu secondaire. C'était le cerveau qui comptait. Là où vous avez raison, Patrick, c'est que très longtemps, moi je me souviens quand j'ai commencé à étudier la sexologie dans les années 85, on était encore dans cette séparation. Et moi, j'ai même entendu des hommes qui disaient, on parle de jouissance clitoridienne et d'orgasme vaginal. On mettait même deux mots différents. Oui, parce que c'est une manière de déclasser la jouissance du clitoris. On s'en fout du moment que la femme jouisse, qu'est-ce que ça peut faire Oui. Non, et puis c'est pas moins fort. Enfin bon, on le sait aujourd'hui. On avance. C'est un bon allié, et je voudrais rappeler donc aux auditrices que généralement les hommes, en tout cas moi, et les hommes en général, on n'est pas choqués et on apprécie plutôt quand elles prennent ce type d'initiative, parce que ça nous facilite la vie. On est un peu fainéant aussi, donc si on est accompagné, c'est encore plus facile. Parce que je dirais que c'est en plus... Je veux dire, c'est la problématique pour l'homme, souvent, enfin, en tout cas, ça va être, est-ce que je vais réussir à avoir une érection? La problématique, ça va être plutôt est-ce que la femme va jouer? Et donc, si on est accompagné dans ce domaine-là, tout va bien. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a encore, et c'est une auditrice qui nous le disait, un petit problème d'ego, et tous les hommes ne sont pas encore prêts à lâcher ça. Ils veulent encore être... persuadés que c'est du bout de notre gland que tout se déclenche. Bon, c'est pas grave. Mais non, ça avance. Merci Patrick, en tout cas, merci de votre témoignage. On va donner la parole à Jean-Pierre. Aujourd'hui, c'est notre gagnant. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Pierre. Eh bien, bonjour. C'est vous qui allez repartir avec ce bracelet personnalisé de la collection Lettres de leventàlafrançaise.com. Donc vous savez que vous pourrez mettre une initiale sur ce bracelet. Alors ça peut être votre initiale. Non, vous avez deux initiales. Alors ça va pas, ça peut pas être la vôtre. Mais non, mais je vais mettre le A, par exemple, comme Amour, Alba, et ainsi de suite. Comme vous voulez. Et en tout cas, ce bracelet, vous pourrez l'offrir à qui vous voulez également. Et puis, bravo. Et puis, je vous laisse tranquillement. Vous êtes papa, j'espère?
Je suis papa de 2 grands garçons et grand-père d'une petite Alba. Ah, d'où le petit A. Le petit A plein d'amour. Que vous allez mettre. Exactement. C'est vrai que c'est joli comme prénom, Alba. Oui, c'est vrai. Oui. Eh ben merci, Jean-Pierre. Avant de vous laisser, je tenais quand même à vous remercier parce que vous êtes vraiment, vraiment très utile pour tous. Et ça, je tenais au moins à vous le dire. Donc, merci à vous et à chaque invité que vous avez. À chaque fois, vous êtes vraiment de très bons conseils. Et franchement, vous devriez être beaucoup plus remerciés. Moi, je suis très souvent remerciée, Jean-Pierre, franchement. Bientôt, elle va être reconnue d'utilité publique, vous inquiétez pas. Oui. Ce serait une excellente nouvelle. On y travaille. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci à vous, Jean-Pierre. Merci. Si vous voulez plus d'infos sur ce bracelet, vous pouvez aller sur le site leventalafrançaise.com. On fait une petite pause et on va conclure cette jolie émission avec Philippe Arlin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, et nous parlons de la caresse, de la masturbation, qui est un mot encore un peu tabou, d'ailleurs. Oui, pour les hommes comme pour les femmes, oui, vraiment. C'est un mot on va parler de caresse, on va parler de se faire du bien. Ça reste un mot tabou. Et j'entends malheureusement trop souvent dans mon cabinet, quand on interroge la masturbation, pourquoi je le ferais, mon partenaire me suffit. Et excusez-moi, je trouve ça triste. C'est-à-dire de penser qu'on fait reposer sur l'autre, encore une fois, la responsabilité, ou donc ça veut dire que notre sexualité n'existe qu'à travers l'autre et que pour l'autre, et donc si c'est bien, on va rien faire, et que donc si on se masturbe, c'est parce que c'est pas bien avec l'autre. Oui, c'est pas faux ce que vous dites, mais peut-être que c'est aussi parce que moi j'ai remarqué qu'il y a cette capacité à imaginer, à fantasmer, elle est pas toujours très fréquente, et si on n'a pas une capacité à imaginer, à fantasmer, peut-être que c'est compliqué de se masturber. J'ai beaucoup de patientes qui me disent que leur masturbation, c'est pas du tout des moments de fantasme, c'est juste une envie sur le moment, et elles savent faire ce qu'il faut, comme elles me disent, ça va très vite. Mais du coup, voilà. Non, mais ça, elles le font. C'est vrai que c'est la meilleure manière. Enfin, la plus grande raison de se masturber, c'est que tout d'un coup, on a une pulsion, une envie de libérer une tension, et on y va. Et on y va. On est bien d'accord. Donc là, il n'y a pas forcément de fantasme. Il y a quand même beaucoup d'hommes. C'est aussi la raison de notre masturbation. Mais je trouve que aussi cette masturbation qui permet de laisser aller son imaginaire, c'est encore plus masculine. C'est encore une autre masturbation qui est quand même intéressante aussi parce que ça développe la créativité, l'imaginaire et ça peut aussi réveiller la libido et entretenir la libido. Et celle avec les jouets est aussi une autre parce qu'elle permet d'encore mieux explorer son corps. Je crois qu'on pourrait vraiment parler de 3 niveaux différents. Peut-être qu'il y en a même d'autres. Même 4, 5, autant, mais il y en a plein. Il y en a plein, effectivement. Et il y a les bonheurs de Sophie aussi. Bonjour Sophie. Oui. Bonjour Sophie. Moi, je ne vais pas être très original. Je veux aussi vous remercier pour tout ce que vous dites, toute la pertinence et tout ça. Je vais faire comme Jean-Pierre. Voilà, ça y est. Allez-y, je prends. Ça va me permettre de passer un bon week-end. Avec grand plaisir. Moi, je passe un bon moment toujours avec vous. Donc, moi, je suis 3e sexe. Donc, je suis pas transsexuelle. Je suis simplement travestie. Donc, je connais très bien le milieu libertin. C'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté. Alors, à propos de masturbation, dans les clubs libertins, il y a la fameuse glace à Santin, où on peut se masturber en regardant des couples qui s'enferment et essayer de gérer sa frustration parce qu'on n'est pas trop admis dans l'alcôve. Alors bon, voilà, c'est un peu tristouné. Donc, moi, si vous voulez, je suis plus adepte des soirées, des choses extérieures où il y a de la bisexualité. Parce que dans les clubs libertins, vous n'allez peut-être pas me contredire, la bisexualité, c'est pas trop ça. Enfin, à part les femmes, mais les hommes, c'est... Voilà. Donc, moi, je suis un peu une révélatrice. C'est encore très patriarcal. C'est encore très patriarcal, bien sûr. Le milieu libertin. Oui. C'est très tabou, l'homosexualité masculine. Vous êtes d'accord donc, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc moi, si vous voulez, dans les soirées que j'ai organisées, c'est des soirées bi. Voilà, bi dans tous les sens du mot. C'est le moment d'explorer le point H pour messieurs. Donc voilà, donc on explore. Et tac, comme vous avez dit tout à l'heure. Plus ou moins rapidement, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, tout est possible dans les pénétrations, et c'est des soirées thèmes où les hommes n'ont pas de tabou, enfin, s'ils viennent... Mais cela dit, Sophie, les hommes se libèrent aussi par rapport à ça.
C'était un sujet totalement tabou il y a 25 ans. Hein. Tout à fait. Et si vous voulez, moi, je suis pas un peu la détonatrice de tout ça, parce que bon, je suis monsieur-dame un peu. Donc, je suis à la fois féminine. Excusez-moi, je souris parce que vous dites détonatrice. Alors, je pense au détonateur qui fait exploser le point H. Mais c'est ça. Voilà. Vous voyez comme quoi le langage. Hein, il y a les explosions de foufounes et les explosions de point H. C'est ça. Donc, si vous voulez, c'est super parce que il y a des gens qui découvrent des choses un peu sur le tard, ceci dit, hein, parce que bon, il faut du temps, il faut de la maturité. C'est quelque chose qui fait peur pour certains hommes au niveau de la masculinité, puis de côté un peu. Mais des fois, c'est même des hommes très maladroits, très poilus, virils, qui ont envie de se faire pénétrer. Donc, ça peut être God Ceinture, ça peut être jouet, ça peut être moi, ça peut être eux. Enfin, voilà, c'est. Alors, je pratique pas ça de manière très régulière, mais c'est intense. Et c'est super sympa, on s'éclate. Et on rigole. Oui, et puis j'entends chez vous ce plaisir de permettre à un homme de découvrir une sensation nouvelle. Quoi. Il y a quelque chose de... Vous êtes c'est ça, vous avez le côté initiatrice. Oui. C'est ce que j'essaye de faire à mon modeste niveau et de créer l'ambiance, si vous voulez, déjà de poser les choses, de parler longuement sur les sites où on se rencontre, voilà, d'expliquer un peu le déroulé de la soirée, comment ça se passe, et ça fait beaucoup fantasmer des gens qui ont envie enfin bien sûr ceux qui ont envie, hein, parce que y en a qui sont encore bloqués, mais enfin quand ils découvrent, c'est quand même une explosion dans tous les sens du mot, quoi. Je veux dire, il y a des femmes qui se caressent entre elles, des hommes qui se pénètrent. Voilà. Et ça, je pense que je pallie modestement un manque par rapport au club libertin où vraiment, moi, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, Dieu sait si j'ai fréquenté les saunas, les clubs et tout ça, mais c'est vrai qu'on voit pas les hommes entre eux. Non, mais il ne faut pas oublier que, contrairement au terme libertin, qui veut dire liberté, le milieu libertin est un milieu très codifié. Oui, absolument. Oui. Entièrement d'accord. Et on voit bien, par exemple, comment il serait jaloux si jamais il se passait des choses à l'extérieur du club. C'est-à-dire qu'on a le droit, ensemble, de faire l'amour avec d'autres, mais surtout pas à l'extérieur du club. Enfin, c'est très, très codifié. Et c'est une façon... Alors, pourquoi pas, encore une fois, il y a des couples qui, grâce au libertinage, fonctionne très très bien, et moi je suis pas du tout fermée au libertinage, hein, c'est très bien, mais c'est un milieu qui répond à des normes très très codées, oui. À des codes et non à des godes. Voilà, pour revenir au sujet. Oui, Donc, mais je sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas des endroits un peu plus ouverts justement au milieu gay, ou il y a des... Si, il me semble. Hein, ça se développe, et c'est moins dans des clubs libertins qui, par définition, gardent ces règles-là. Mais il y a des saunas, il y a des soirées. Il y a des saunas mixtes où la bisexualité est beaucoup plus praticable. Mais maintenant, oui, voilà. Mais ça se développe en dehors. C'est effectivement pas dans le milieu libertin. Mais pourquoi pas, hein, Cela dit, les derniers chiffres de l'enquête sur la sexualité des Français montrent bien qu'il y a une augmentation de la bisexualité féminine et pas tellement de la bisexualité masculine. Ça reste, contrairement à... Ça reste tabou. Oui, et c'est peut-être un peu normal aussi. C'est pas tout à fait la même chose d'aller vers une femme quand on est une femme hétérosexuelle que d'aller vers un homme quand on est hétérosexuel. C'est pas tout à fait la même chose. C'est être pénétré, c'est pas tout à fait la même chose que d'être juste. Enfin, parce que généralement, quand on parle de bisexualité féminine, c'est souvent une sexualité très caresse. C'est-à-dire que les femmes vont se faire des cunis, mais vont pas forcément se pénétrer comme le font les lesbiennes, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose c'est pas tout à fait le même. C'est pas la même chose, mais c'est complexe parce que ça renvoie à un imaginaire, parce qu'il y a aussi aussi dans l'homosexualité masculine, on sait que la pénétration anale, elle n'est pas pratiquée à plus de 50%. Donc là aussi, c'est des représentations, et peut y avoir aussi des jeux entre hommes simplement de fellation, et c'est ce qui existe dans ces clubs échangés, dans ces saunas plus libertins. Mais vous avez raison, dès qu'on met en jeu la pénétration, on est sur quelque chose de plus impliquant. On est d'accord. Merci en tout cas, Sophie, de votre témoignage, et puis merci à vous, Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, qu'on peut également vous consulter par Zoom maintenant si besoin.
On va laisser la place à C'est votre avenir et Alexandre Dolovan. On sera lundi avec Christophe Médici et on va devenir son meilleur ami et faire taire notre saboteur, cette petite voix qui nous empêche d'être.